go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 52e épisode du Faceful Podcast. Pour la troisième fois consécutive, on se retrouve pour une défaite, malheureusement, une défaite, est-ce qu'on pourrait dire encore plus large que les deux précédentes, 31-17 contre les Bengals. Voilà, on se retrouve en bye week avec 5 victoires et 3 défaites pour m'accompagner lors de cette émission. Ils sont tous vraiment en forme là, il y a vraiment... Les choses vont être dites dans ce podcast, je vous l'annonce tout de suite. J'ai en grande forme Olivier, en grande forme Kevin, en grande forme Gonzague. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Yo, good boy! Ah d'accord, ok, on est là-dessus. Donc je viens de le dire, 31-17 à domicile contre les Bengals. Première défaite à domicile de la saison. Première défaite à domicile depuis hyper longtemps, vraiment très très longtemps. Voilà, donc 31-17, ça c'est pas terrible. Je vais commencer par peut-être le plus raisonnable de nous trois. Je vais commencer par Kevin qui peut-être va parler plus calmement que les autres. Kevin, t'as pensé quoi de ce match ? Non, Kevin, tu peux rigoler, tes arguments seront aussi énervés que les autres, mais tu vas pas hurler comme Olivier ou Gonzague. T'as pensé quoi de ce match ? Non, en fait, je suis un peu plus mesuré parce que au bout de la troisième défaite, la déception est un peu moindre. Parce que ben voilà, on tombe pas de notre chaise finalement, on est dans la continuité de ce qu'on a vu les 2 semaines auparavant. Ça fait mal, c'est clair que ça fait mal de voir à quel point on peut être mauvais avec autant de grands joueurs à tous les postes. On va y revenir plus tard, c'est difficile à expliquer. Mais là, mais la continuité dans la médiocrité fait vraiment mal. On se demande où aller chercher des points positifs, tellement il n'y a pas eu grand-chose à retirer de ce match, encore moins que dans les précédents, j'ai trouvé. Mais ouais, la bye week arrive à point nommé, c'est tout ce que je pourrais dire sur ce match, parce que c'était une purge. Olivier ? Tout simplement, dimanche, on a vu un match entre un très grand quarterback et Brock Purdy. Alors, je me rappelle, il y a 3-4 émissions, là, vous trois, là. Ah, on va jouer les Bengals, ah, ils sont trop nuls. Ah, Burrow, il est pas bon. Burrow, il nous a défoncé. Voilà. Il a fait 688 passes d'affilée. On s'est fait marcher sur la tronche. Dès qu'ils avaient le ballon, ils avançaient. Au bas mot, ils marquaient 7 points. C'était une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. On a fait les malins, on a tous fait les grandes gueules, vous avez tous fait les Marseillais, on a vu le résultat. Voilà, donc contre les Browns, on a fait les beaux, on s'est fait casser en deux. On a dit contre les Vikings, on a dit ouais, ils sont pas bons, on s'est fait casser en deux. Et soi-disant, Burrows, il était pas bon. Vous écouterez, il y a 3 émissions que j'avais dit attention, Burrows, ouais, mais il est pas bon, on a vu. Lui, Chase, ils sont pas bons, ils nous ont pris, je vais rester poli parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent, mais c'était interdit au moins de 18 ans ce qu'ils nous ont fait. Voilà, donc non, franchement, très très déçu. Fait partie des matchs que je pensais qu'on risquait de perdre cette année. Et on l'a perdu dans les grandes largeurs. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas en ce moment à San Francisco et ça me met particulièrement de mauvaise humeur. Gonzague ? Écoute, moi pour ma part, je suis un peu moins énervé que la semaine dernière, car à l'inverse de la défaite face aux Vikings où j'ai trouvé qu'on avait perdu face à une équipe médiocre, là on a perdu face à une très bonne équipe. Alors je vais aller dans le sens d'Olivier. Oui, Joe Burrow s'est réveillé contre nous, il a fait un très gros match, plutôt bien protégé par sa ligne. D'ailleurs, c'était un peu la bonne surprise côté Bengals. Voilà, et un trio de receveurs assez dingue. Donc, on a eu en face une bonne équipe. Par contre, il y a la manière de perdre. Alors, je rajouterai une petite stat par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Elliot, c'est que c'est la première défaite de Purdy à domicile, qui plus est, de sa carrière. Mais au-delà de ça, oui, il y a des problèmes. Il y a une cassure, surtout. C'est ça qui m'inquiète un peu plus, c'est que par rapport à la défaite face aux Vikings, là où on avait mis en avant un certain nombre de problèmes, on s'est rendu compte que ces problèmes n'avaient pas du tout été travaillés durant la semaine, puisqu'on les a retrouvés pêle-mêle face aux Bengals. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de cassé ? Et si oui, comment est-ce qu'on le répare ? C'est tout le sujet qui va venir dans cette émission et qui va, je pense, être au centre des préoccupations des Niners dans les jours qui viennent. Et cette bye week,
tombe vraiment au bon moment pour se remettre les idées à l'endroit parce que vraiment, il y a beaucoup de boulot. Oui, je suis d'accord avec tous les trois dans l'ensemble sur ce match. C'était pas bien. Franchement, c'était pas bien. On a mal joué. Les Bengals ont fait, tu l'as dit, Gonzague, un très bon match. Ça n'enlève rien à notre mauvaise performance parce qu'on moi, on perd contre une équipe qui est plus forte que nous. Bah, en ayant existé des deux côtés, franchement, bah, c'est chiant, mais ok. Là, on a perdu contre une bonne équipe en étant une mauvaise équipe. Et on n'est pas une mauvaise équipe, les 49ers. On est une bonne équipe qui joue très mal depuis 3 semaines. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Vous l'avez tous dit, la bye week, c'est le meilleur moment possible pour arriver. Moi, de base, j'adore quand la bye week elle est en plein milieu de la saison plutôt que les bye week en semaine 5 ou en semaine 13. Là, franchement, elle arrive au milieu de saison. Tout le monde a l'air. Ils avaient l'air tous rincés, en fait. Les mecs, ils avaient l'air rincés. Ils allaient à 2 à l'heure. Franchement, on avait l'impression que les mecs marchaient pour faire les plaquages ou marchaient pour faire les réceptions, à part quelques-uns, on en reparlera. Non, franchement, ça allait pas du tout sur ce match-là. On s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer en défense. On s'est fait bouffer en attaque. Il y a rien à redire. Sur ce match-là, on n'a pas été bon. Et comme contre les Vikings, j'étais pas là pour en parler, où c'était une catastrophe. Moins contre les Browns. Les Browns, c'était une défaite en fait, qui paraissait sur le coup une défaite de mauvaise passe. Et au final, quand tu vois ce qui s'est passé sur la suite, bah, finalement, c'était juste une lancée des 2 matchs suivants. Peut-être quelqu'un qui a envie de débattre de quelque chose avant les tops et les flops. Non, moi, je vais revenir sur ce qu'il a dit, Gonzague. Gonzague, il a dit oh, surprise, Joe Burrow, il a été bien protégé. La semaine d'avant, oh, surprise, Kirk Cousins, il a été bien protégé. La semaine d'avant, je ne sais plus qui c'était, il a été bien protégé. PJ Walker. Depuis le début de la saison, toutes les semaines, ils sont bien protégés. C'est là qu'il vient le problème. Je veux dire, on ne peut pas gagner un match quand le quarterback il a le temps de fumer un paquet de clopes entier, de commander un café, de passer au drive et après de lancer le ballon. Je veux dire, Ouais. le problème majeur qu'on a à San Francisco, il est là. On ne fait plus peur à personne. On est ridicule. On est ridicule. Il n'y a pas de pass rush. Il n'y a pas de. Les défenses contre la course. On fait passer n'importe quel coureur pour un Hall of Famer. Et bon, ça va. Et on sait que de toute façon, toutes les semaines, on joue contre le meilleur left tackle de la ligue. Ça, on le sait. La preuve, Non, mais en fait, là où je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas forcément 100% d'accord avec toi, c'est que oui, le pass rush n'est pas à son niveau. La défense contre la course, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le pass rush n'est pas à son niveau. Après, quand tu dis ils ont le temps de fumer une clope, de refaire leur lacet, etc., là, je suis pas d'accord parce que sur le début de la saison, tous les quarterbacks quasiment qu'on a affrontés, je crois que c'était sur les 8 matchs, il y en a au moins 4, où ils ont fait leur match où ils ont lancé le plus vite le ballon. Ils ont lancé le plus vite le ballon. Est-ce que c'est suffisant? Non, parce qu'avec notre pass rush, on devrait faire les sacs, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que s'ils lancent vite le ballon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pression ou quoi que ce soit. La pression, elle n'est pas suffisante, je suis d'accord. Mais s'ils lancent vite le ballon, c'est qu'ils ont leurs joueurs qui sont seuls. Et leurs joueurs, ils sont seuls parce que nos DB, ils font pas le taf. Donc le problème, il est plus large que juste le pass rush qui fait pas le travail. Le problème, il est plus large, c'est juste que notre défense en général fait pas le travail. Ouais, mais moi, je trouve que là, par exemple, il y a une action qui est symptomatique. Quand ils arrivent, le meilleur joueur de l'histoire, le mec qui prend 34 barres par an, là, il arrive sur Burrow, il le caresse. Armstead, il arrive, il le caresse, et l'autre, il passe entre les deux, il avance, il fait une passe. C'est scandaleux, ça. Le mec doit le prendre, ils doivent le concasser. C'est la 3e ou 4e action du match. Ça a donné le ton. Vous inquiétez pas, on va pas te faire mal, mon gars. T'inquiète pas, il va rien t'arriver de mais. C'est ça que je comprends pas. Ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Pour moi, cette action-là, je pense que vous voyez celle dont je parle. Je me dis à sac et 2 fois il s'en sort, mais les gars, c'est pas possible. Ça, non, je suis d'accord. Ouais. Sur ce match-là, il y a un manque criant d'agressivité. Parce qu'il y a cette action-là, il y a les actions où Burrow sort pour courir et où tu as du Ward, tu as du Hufanga, tu as même du Greenlaw qui a l'habitude normalement d'éclater des gars, qui le regardent passer et qui mettent à peine le bras. Et il y a eu un manque criant d'agressivité sur ce match. Complètement d'accord avec Elliot. Pour moi, c'est au niveau de l'exécution défensive et offensive, c'est trop léger, beaucoup trop léger pour du très haut niveau. Moi, je suis assez d'accord avec Elliot. C'est vrai que le principal problème, pour moi, il y a 2 choses. C'est un manque en effet d'agressivité. On le voit, on est en retard même au niveau du snap. Donc, il y a clairement un gros problème d'agressivité, mais aussi un problème même, je trouve, de coordination. Pour moi, il y a un exemple qui est flagrant. C'est plus d'une fois, on a vu Hufanga vouloir renforcer la boîte et s'arrêter en pleine course pour finalement s'attendre à une passe et finalement se retrouver en fait nulle part. Parce qu'il avait entamé une action pour aller renforcer la boîte, il s'arrête au beau milieu
Et en fait, il est ni en protection de passe, ni capable de renforcer la boîte. Donc, on y reviendra par la suite, mais par exemple, j'ai vu des personnes dire que Hufanga faisait le travail contrairement aux autres. Non, pour moi, Hufanga, c'est une des pires déceptions d'ailleurs, je trouve, ces dernières semaines. Il ne sait plus où il est, lui, complètement. Mais de manière générale, c'est un problème, on va dire, vraiment de coordination, où tu te rends compte que au niveau des assignements, ce que doit faire chacun n'est plus compris de chacun. Est-ce qu'il y a un problème Steve Weeks? C'est possible, je n'en sais rien, mais je pense que la première chose, c'est peut-être en effet de revenir sur le terrain et que ça parle. Il faut absolument que la défense parle entre elles parce que les assignements ne suivent plus. Et c'est pour moi le principal problème. On va passer du coup pour en parler un petit peu plus précisément des problèmes de l'équipe au top et au flop. On va évidemment commencer par les flops. Kevin, quel est ton flop de ce match? J'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais encore une fois, c'est Steve Wilkes pour moi. Gonzague vient d'en parler. On dirait que plus personne ne comprend les assignations. On dirait que plus personne ne sait quoi faire dans cette défense. Quand c'est pas lui qui appelle des jeux un peu bizarres, c'est les gars qui savent plus quoi faire. Tu le vois dans sa cabine. On dit il est mou. On dirait ma grand-mère qui découvre un match de foot pour la première fois. Il est là, il bouge pas, il dit rien. Il parle dans son petit téléphone. J'ai entendu dire qu'il voulait le mettre sur le bord de la touche. Il serait temps de le mettre sur le bord de la touche, qui donne un peu d'agressivité à ces gars, parce que les gars n'en ont aucune. Et j'ai envie de dire, c'est pas étonnant quand on voit les images qu'on voit de lui dans la cabine. J'en peux plus. Il faut qu'il descende sur le terrain, il faut qu'il transmette quelque chose, faut qu'il coach ces gars. Je veux dire, c'est des gars qui ont eu l'habitude d'avoir Salé et d'avoir Demeco Ryans, qui étaient des boules d'énergie sans cesse, qui les haranguaient, qui les récupéraient sur le bord de la touche à chaque fin de drive. Et là, il se ramasse avec un fantôme non, j'en peux plus. Donc, j'espère que ça va bouger après la bye week, parce que là, il y a quelque chose à faire avec lui. Mais je comprends pas d'ailleurs ce délire maintenant des coachs, des coordinateurs à se foutre en tribune. Mais fous tes assistants et prends un casque. T'es un coordinateur, va sur le bord de la touche, bordel. C'est comme, vas-y, demain t'as un head coach qui va aller en tribune, c'est n'importe quoi. Coordinateur, head coach, ça doit être bord de touche à donner les conseils de vive voix. Gonzague, ton flop sur ce match-là? Moi, il y a un joueur clairement qui ressort terriblement moi cette semaine, parce que pour moi, ce joueur est le symbole absolu de la perte de vitesse qui est la nôtre depuis 3 matchs. C'est un joueur dont on ne parle jamais, qui est issu d'un poste en effet qui est beaucoup moins visible que Nick Bossa, qui est le coupable idéal d'Olivier à chaque semaine. C'est un joueur que pourtant nous payons grassement, et c'est un joueur, je ne sais plus où il est. Je parle évidemment de notre recrue star de cet été, Javon Hargrave. C'est très simple. Prenez les stats de cette semaine. Javon Hargrave, entendez bien, cher auditeur, c'est 0 sac. Jusque-là, c'est pas très grave, c'est un defensive tackle. 0 assist, 0 pression. Sur l'ensemble du match. Vous avez bien entendu, un triple 0. Je pense que c'est la définition absolue au travers des stats de la définition d'un joueur nul. Et pourtant, nous connaissons tous le talent de Javon Hargrave. Bon, on connaissait aussi ses défauts. C'était un joueur qui était capable du meilleur et parfois de disparaître pour tourner quelques matchs lorsqu'il était aux Eagles, surtout notamment lors de sa saison rookie. Mais ça reste quand même un joueur de qualité. Je ne comprends pas. Il est nulle part. Il est absolument nulle part. Il est complètement attentif sur les actions. Même les pas latéraux, dès que notamment j'ai des images de Mixon qui part en course latérale, et il ne fait même pas la poursuite. Il ne fait même plus la poursuite. Il marche. J'ai un gros problème avec Javon Hargrave depuis 3 matchs. J'hésitais déjà à le mettre dans mes flops face aux Vikings. Je l'avais pas retenu, mais là j'en peux plus. Là, comme Kevin, là pour Steve Weeks, moi c'est Javon Hargrave vraiment pour lequel j'ai un vrai sujet, parce qu'il ne fait plus rien sur le terrain. Il y a des remplaçants derrière lui, qu'on mette Javon Kinlaw, qu'on mette Kevin Givens, parce que il a besoin de ça pour mettre l'église au milieu du village, qu'on le mette sur la touche le temps de quelques snaps, parce que là, c'est pas possible. Olivier, ton flop? De toute façon, Gonzague, il en a parlé. Je veux dire, moi, il y a un mec, il est devant. Il a fait la grève. Il nous a cassé les couilles pour toucher 34 millions. Et depuis qu'il touche un gros chèque, c'est un gros branleur. Je parle de Nick Bosa. Le mec, il me désespère. C'est un fumiste, c'est pas possible autrement. Je veux dire, alors m'expliquer qui pression. C'est comme au football, quand on me parle d'expected goal.
Le truc, il sert à rien, mais ça fait parler les gens. Voilà, donc il est le premier en pression. Parce que peut-être un jour, il va toucher le quarterback. Mais peut-être, quand on ne sait pas. Voilà. Alors avant, il était double teamé. Maintenant, il est teamé par ma grand-mère qui a 94 ans. Il n'arrive pas à passer non plus. Non, moi Bosa, j'arrive plus. Je suis désolé. Je suis super content qu'on ait recruté chez Young. Comme ça, on va le foutre sur le banc à Bosa. Et il va se faire un twist gun à mon sou. Parce que franchement, il m'a saoulé. Et contre Mixon, il passe à côté, il glisse. À chaque fois, il tombe, il se laisse tomber. Ça me rendait fou. Pour moi, c'est l'exemple type du mec. Il a pris son contrat, maintenant il se repose. Et c'est scandaleux ce qu'il fait sur un terrain. À l'heure actuelle, je le trouve particulièrement scandaleux. Et pour moi, c'était le flop depuis le début de saison. Et sur ce match-là, voilà, il a fait que confirmer tout le bien que je pense de lui en ce moment. Et je suis en colère parce qu'il est du dépit amoureux. Voilà. C'est un mec, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il peut faire. Et c'est pour ça que ça me met en colère. On a la discussion entre nous, on m'a dit ouais mais tu as vu, tu voulais changer contre un 7e tour. C'est pas ça, c'est pas que je voulais changer contre un 7e tour, c'est que je sais qu'il peut faire 100 000 fois mieux et ça me met une colère de le voir comme ça, surtout qu'en plus on sait comment ça marche le football américain, tu es grassement payé, ben, tu fais ton boulot, qu'il est payé, c'est le mec le mieux payé, c'est pas possible, voilà, donc pour moi c'est le flop. Bah moi, mon flop, j'en avais 2, mais je vais en garder qu'un parce que Gonzague a mentionné Hufanga plutôt, qui était un de mes flops, qui a fait vraiment un match dégueulasse. Mon autre flop, c'est notre duo de linebacker. Notre duo de linebacker qu'on aime tous d'amour et qui est censé être le meilleur duo de linebacker de la ligue. Et là, il y a un truc qui va pas. Bon, j'ai lu quelque part que Dre Greenlaw était un petit peu blessé, ça s'est ressenti sur ce match-là parce qu'il avait aucune putain d'agressivité. Il a loupé 3 plaquages, ce qui est vraiment pas habituel pour lui. Mais à la limite, si on me dit qu'il est un peu blessé, ça n'excuse pas sa mauvaise performance, mais ça peut l'expliquer. Par contre, Fred Warner, il est passé où là ? Il est passé où notre leader, notre grand leader, le porte-voix de l'équipe, celui qui emmenait tout le monde sur son dos quand ça allait pas ? Il est pas là. Il est pas là. Il n'a pas été là dimanche. Il n'était pas là contre les Vikings. Il n'était vraiment pas trop là contre les Browns. Je pense que c'est hyper symptomatique aussi de la défense qui marche pas. Également, tu parlais de Bosa, Olivier, je suis d'accord avec toi. On en reparlera, mais je suis d'accord avec toi qu'il fait pas une bonne saison. Même s'il est pas si horrible que tu peux le prétendre, mais il fait pas une bonne saison. Par contre, là, Warner, il faisait une super saison au début et c'est ça qui emmenait notre défense. Et là, ça fait 3 matchs qu'il est absent et notre défense, elle n'arrive plus à rien. Et je pense que c'est comme ça que tu l'expliques aussi en partie. C'est que quand tu as un joueur qui est aussi fort, quand tu as un joueur qui est autant un leader, un exemple pour les autres, qui est la voix de la défense, bah, quand ça marche plus, bah, tu as tous les autres qui marchent plus non plus. Et voilà, sur ce match-là, j'ai trouvé Fred Warner complètement catastrophique. Et Dre Greenlaw, pas à son top non plus. Il est peut-être blessé, la semaine de repos va lui faire du bien. Mais en tout cas, voilà, notre dos de linebacker a vraiment pas été au niveau. Je pense que les yards à l'appel qu'on prend à la course, c'est 2 facteurs. La première, c'est notre ligne défensive qui n'arrête pas le joueur en premier. La deuxième, c'est que nos linebackers ratent leur plaquage derrière. Est-ce que vous avez, parce que là c'est parti, c'est la ribambelle, est-ce que vous avez d'autres petits flops à mentionner ou pas ? Moi, j'en ai un, juste. C'est un flop plus général depuis le début de la saison. Spencer Burford est nul à chier depuis le début de la saison. Il est nul. Une action sur 2, il a une pénalité. C'est pas possible. Franchement, il est pas bon. Vraiment, il est pas bon. Brock Purdy. D'accord. Non, arrête. Non, arrête, sérieux. Brock Purdy. T'as pas le droit. Vous me fatiguez. Oh. Mais qu'est-ce que tu lui reproches, putain? Tu lui reproches quoi, en fait? Sérieusement, Olivier, que lui reproches-tu? De donner quand tu es à 10 yards de la ligne, de donner la balle dans les mains de l'adversaire et le ballon suivant, de redonner la balle dans les mains de l'adversaire. Alors, à part ça, on ne reproche rien. La deuxième, je suis d'accord avec toi. La deuxième, je suis d'accord avec toi. La première, il faut des fois aussi reconnaître que quand tu as un problème sur notre équipe, il faut aussi des fois reconnaître la grosse action défensive de Jermaine Pratt. C'est vraiment une victoire de la défense plus qu'une défaite de l'attaque, cette action-là. Ok. Je suis complètement d'accord avec Elias. Et l'action suivante, il fait quoi? L'action suivante, elle est pas belle, je suis d'accord. Est-ce que il sort un saucisson. Mais voilà, juste donc, sans son énorme performance des 3 premiers cartons, parce que ces 3 premiers cartons sont énormes, on n'est même pas dans la discussion. Il est même pas sur le terrain dans le 4e. D'accord. Voilà, donc il faut qu'on se contente d'un quarterback qui joue 3 cartons. Mais non, mais un match, c'est une totalité. Tu peux pas tuer son match parce qu'il joue mal un carton sur 4. Il en fait 3 bons. T'es obligé de leur. On l'a pas mis dans nos tops, Olivier. On l'a pas mis dans nos tops et je pense que aucun de nous 3 voulait le mettre dans son top. Par contre, le mettre dans son flop pour un mauvais carton, qui est un très mauvais carton, je suis d'accord. Moi, je trouve ça trop. Un petit flop. Il faut quand même. Tu vois, mais
Ouais, on peut pas le critiquer. Vous faites partie de ces gens. Non, vous êtes mais des bien sûr que ayatollahs. si, on peut le Vous êtes des ayatollahs de Mais non. Brock Purdy. Mais On c'est peut pas juste qu'il faut avoir un. fermer les Mais yeux. bien sûr que si, mais il faut avoir un juste milieu. Imaginez, c'est Garoppolo. Vous seriez en train mais de tu le ne- vilipender. Olivier, Mais sauf Olivier, qu'il si je peux faut me un permettre, juste milieu, Olivier. Il faut un juste milieu. On l'a pas mis en top non plus. Et il est pas absent de toute critique. Juste sur ce match-là, vraiment, la défaite, elle y est vraiment pour rien. Et son troisième quart-temps, il y a qu'une interception qui est mauvaise, qu'il est horrible, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut pas le critiquer? Si, on est les premiers à le critiquer. Mais au bout d'un moment, il fait quand même une très très bonne performance sur les 3 premiers quart-temps. Et la copie à la fin du match, elle est plutôt correcte. mais même au-delà de ça, je suis désolé. Moi, j'ai l'impression que tu te focalises, Olivier, dans le cas de défaite, sur uniquement ce qu'on va appeler les key players. Tu nous parles de Nick Bosa en tant que defensive end, tu nous parles de Brock Purdy en tant que quarterback, tu ne vas pas mentionner les joueurs un peu plus dans l'ombre qui, paradoxalement, sortent des matchs bien plus dégueulasses. Honnêtement, Brock Purdy, si on est encore à 7 points d'écart, et même si à aucun moment, je pense qu'aucun de nous quatre n'avons pensé un seul moment que nous pouvions gagner ce match, si nous étions à un moment à un touchdown d'écart, c'est grâce à Purdy. Je suis désolé. Ces passes laser Moi, j'y ai pensé sur 2 actions. pour Kittle. Mais ces passes laser pour Kittle, cette passe dantesque où il s'échappe de la poche, et pourtant je suis le premier à ne pas aimer les quarterbacks lorsqu'ils s'échappent trop de la poche, mais cette passe latérale sur Ayuk, non pardon, quand il s'échappe de la poche, qui part en course latérale et qui t'envoie cette passe pour pour Ayuk en première mi-temps notamment, puis après il y a cette passe où il est collé à la ligne de touchdown, où il te sort une passe de dingue pour Kittle. Non, je suis désolé, Olivier. Purdy, d'accord, il n'a pas fait le match de sa vie, il nous a habitués à mieux, mais à aucun moment il peut être envisagé comme étant la maladresse de cette équipe. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. Mais pour ajouter J'ai dit que c'était un petit flop. J'ai pas le droit de dire que c'est un petit flop. Il a fait un grand match, alors ça va. Ok. Bah, Donc, pour moi, Purdy, c'est celui qui nous tire. Non, C'est mais celui qui Olivier, nous il y a tire un la tête juste de l'eau. milieu. fiable. Voilà. Il y a un juste milieu. Il y a pas soit on fait un grand match, soit on fait un match de merde. Tu sais, on peut faire un match normal, tu vois. Non, non, les gars, attends. On va remettre les choses dans le contexte. Il y en a un parmi vous qui s'appelle Gonzague qui a dit c'est un top 5 quarterback. Donc quand il fait Gonzague, il a dit, il a répété, c'est un top 5 quarterback. Un top 5 quarterback, quand il fait un match avec 2 interceptions et un touchdown, c'est pas un bon match. Soyons honnêtes. On a vu un grand quarterback. Dimanche, on a vu un grand quarterback, un très grand quarterback, et en face, on a vu Brock Purdy. That's all. Il faut le dire. Il y a pas, il y a 2 émissions, Elliot, quand je disais tu aimes bien Purdy, mais tu es prêt à le remplacer. Ben ouais, je trouve que Burrow est vachement plus fort que lui. Et c'est pas dire un gros mot. Et toi, le premier, tu disais, ouais, mais le Burrow de cette année, je te dis, attention, Burrow. Et je lui dis, alors, j'aimerais me tromper, mais quand tu as la possibilité de revenir à égalité, tu dis que Jermaine Pratt, il fait un très bon jeu, ok, pas de problème. On récupère le ballon dans la foulée, il récupère le ballon, la première passe, il balance le saucisson. Je veux dire, ça te nique le momentum, même s'il n'était pas monstrueux à ce moment-là. Je veux dire, mais si tu peux repartir avec un peu d'allant, marquer 3 points, ou tu reviens dans le match. Là, le match, il était chocolat, c'était fini. Je veux dire, et c'est pas infamant de dire que Brock Purdy, à ce moment-là, il n'a pas fait un grand match. C'est mon point de vue. J'ai le droit de l'exprimer et je l'exprime. Mais on n'a pas dit que tu pouvais pas le droit de l'exprimer. Attends. T'as toujours le droit de t'exprimer, Olivier, on adore quand tu t'exprimes. Juste, on exprime un désaccord. Mais bon, on va arrêter là-dessus parce qu'on n'est pas d'accord, c'est la vie. Et on espère que ce sera mieux la prochaine fois et qu'on n'aura même pas à avoir ce débat. Quelque chose d'autre à rajouter en flop ou on peut passer au maigre top de ce match? Eh ben, on va passer au maigre top de ce match, vu le silence de mes camarades. Kevin, ton top sur ce match? Ouais, faut fouiller un peu, faut creuser pas mal. Mais je vais citer comme ça à l'appel Christian McCaffrey qui nous rajoute 2 touchdowns, même s'il fait pas un match exceptionnel. Il nous fait quand même 64 yards à la réception, il nous fait 54 yards à la course. 2 touchdowns, c'est un très bon match. C'est un des rares qui surnage. Et puis, je pense qu'il y en a un autre qu'on a vu aussi en défense, mais je laisserai à mes camarades. Mais je pense que c'était le top d'Olivier. Olivier, on t'écoute? Ouais, je vais le garder parce que je l'ai dit que c'est défensivement, ils ont tous été nuls sauf Isaiah Oliver. Voilà, je veux dire que j'ai trouvé
bien sur l'homme, que j'ai trouvé efficace. Alors ouais, c'est vrai, au moment il croque sur Jamar Chase, mais bon, voilà, quand tu croques, c'est Burrow Chase. La terre entière croque sur Jamar Chase. Voilà, non, c'est pour ça. Quand tu te fais doser par ce duo-là, c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est pas partie des choses qu'on peut considérer comme graves. Et autant j'ai trouvé, c'est pour ça que vous l'avez dit, Hufanga pitoyable, c'est le terme qu'il faut employer. Mais je lui en veux pas beaucoup parce que lui, il touche pas beaucoup d'argent et c'est une 3e année. Ah oui, moi, c'est important pour moi. La NFL, c'est de l'argent. Voilà. Et autant Isaiah Oliver, je trouve que pour ce qu'il est payé, et il fait vraiment son job. Et lui, on n'a rien à lui reprocher. C'est un des rares en défense à qui on n'a rien reproché. Gonzague? Alors, moi j'ai un top pour un joueur que j'ai beaucoup critiqué ces dernières semaines et qui, je trouve, a été peut-être le seul joueur à se remettre un petit peu la tête à l'endroit lors de ce match-là. Je veux mettre en avant Arik Armstead, qui a sorti un match très correct, qui a réalisé 2 sacs et qui, en plus de ça, est venu compenser les faiblesses de Javon Hargrave à côté de lui. Alors, ces 2 sacs, il les doit exclusivement à Nick Bosa, à tel point que j'étais à 2 doigts de mettre Nick Bosa en top combiné avec Armstead. Ça aurait été quand même une grande première d'avoir dans l'émission un joueur qui est à la fois top et flop. Mais j'ai décidé de mettre plutôt en avant Armstead parce qu'il s'est vraiment remis la tête à l'endroit. Mais c'est aussi la preuve quand même que la pression, c'est important aussi parce que même si Nick Bosa, par exemple, n'a pas fait de sac, il a effectué beaucoup de pression, ce qui a permis à Armstead de pouvoir se dégager pour pouvoir autoriser les 2 sacs. Voilà. Mais au-delà de ça, Armstead a été plutôt présent et a joué pour 2 joueurs puisqu'il a compensé Hargrave à côté de lui. Donc voilà. Donc je voulais mettre Arik Armstead en avant voilà, pour ces 2 sacs et pour le minimum d'intensité dont il a fait preuve contrairement à ses coéquipiers. Eh ben moi je vais passer à Kevin, t'avais un truc à dire? Moi je comprends absolument pas ce que vient de nous dire Gonzague. Je l'ai trouvé feignant, je l'ai trouvé mou, je l'ai trouvé nulle part. Il ramasse les pâquerettes, là, ces 2 sacs, c'est des pâquerettes qui traînent par terre. Il les ramasse, il fait le malin en plus alors qu'il fait un match dégueulasse, comme depuis quasiment le début de la saison. Au final, on a le Arik Armstead d'il y a quelques années qui en foutait pas une. Je comprends pas. Il fait partie des gars qui m'insupportent en ce moment et son match face à Cincinnati est dans le pire de ce que j'ai eu. Je sais pas si ça a entendu tout à l'heure, mais je disais juste qu'Olivier avait pris en top aussi Isaiah Oliver qui avait autorisé 100% des passes envoyées contre lui. C'est bien la preuve qu'on est quand même en crise. On se satisfait de pas grand-chose. Oui, mais moi, je ne pas grand-chose. Au moins, il a eu top. Vas-y. Non, vas-y Kevin. Mais au moins, Oliver a eu de l'impact. Il a fait des actions qui ont marqué. Il a été présent sur le peu d'actions défensives qui ont pu changer un peu le momentum. C'est lui qui était là, qui faisait les décisions. Donc oui, il a autorisé des passes, mais tout le monde a autorisé des passes. Tous les joueurs défensifs étaient complètement aux fraises. Ah, mais après, il y a aussi la lecture qu'on peut faire des stats froidement et ce qu'on voit sur un terrain. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter. Vous prenez. Je vais vous la faire encore une fois. Un quarterback qui fait 2 interceptions et qui lance un touchdown, ça, on ne dit pas qui c'est. On ne dit pas son nom. Vous allez me dire, il a fait un mauvais match. Ben ouais, il a fait plus d'interceptions que le touchdown. Alors, et après, je dis, c'est Brock Purdy. Vous allez me dire, ah ouais, mais tu comprends parce que. Donc, les stats, ça veut tout dire et rien dire. Il y a aussi l'impression visuelle. Et je suis entièrement d'accord avec Kevin. Je me rappelle d'une action où, là, Burrow, il a fumé un paquet de clopes. Il est allé chercher sur le côté. Puis, il se décale pour faire une passe dans la end zone où il y a un petit blondinet qui est tout seul, le collègue de Kevin, dont le nom m'a échappé. Et Armstead, il le regarde passer et il trottine gentiment pour pas trop l'embêter à Burrow. Je comprends que l'impression visuelle, elle est dégueulasse. Et je suis d'accord avec Kevin. Moi, je vais parler de mon top parce que ça m'étonne que vous n'en ayez pas parlé. Moi, je trouve que c'est un vrai top, ou même 2 vrais tops sur ce match-là. Parce que ça va vous surprendre, messieurs, dames. Mais sur les tops et les flops, on n'a parlé que de ça. Oui, on a aussi une attaque des fois sur le terrain. Mais on n'a pas que la défense des fois qui joue. Et l'attaque, elle n'a pas été très bonne. Mais par contre, il y a 2 joueurs qui ont été très bons. George Kittle, Brandon Ayuk. Notre duo à la réception s'en est très bien sorti. Sans Deebo Samuel, sans personne d'autre à la réception. Parce qu'il y a McCaffrey qui a fait ici quand même 64 yards à la réception, c'est pas mal. McLeod qui a fait 2 réceptions. Mitchell qui a été visé une fois, pas de réception. Jawan Jennings, il était au chiottes pendant tout le match. Il était au chiottes, mais il était dans les alignements, c'est incroyable. Par contre,
Kittle et Ayuk ont été très costauds. Ayuk, un seul point noir, sa réception manquée en fin de deuxième quart-temps qui aurait pu changer quelque chose. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même des gros matchs des deux. Kittle, c'est 9 réceptions, 149 yards. Ayuk, 5 réceptions, 109 yards. Voilà, 2 gros matchs de nos receveurs qui prouvent une nouvelle fois que depuis le début de la saison, que sur ces deux-là, on peut compter. Il y a plein de choses, il y a plein de joueurs, on en a déjà assez parlé, il y a plein de joueurs qui ont fait des bons matchs et qui aujourd'hui sont pas bons. Il y a plein de joueurs qui... Isaiah Oliver fait un match correct, mais il a quand même loupé des matchs aussi depuis le début de la saison. Il y a plein de joueurs qui sont en dents de scie. Ayuk et Kittle, on peut compter sur eux depuis le début de la saison, ça bouge pas. Ouais, mais je comptais les mettre. Vous m'avez lancé sur Isaiah Oliver, mais sinon moi j'aurais mis George Kittle. Il a été monstrueusement monstrueux. Et je pensais que Gonzague allait parler de lui quand il a parlé d'un joueur qu'il avait critiqué récemment, parce qu'il avait critiqué il y a 15 jours, 3 semaines, et il a remis la machine à l'endroit, et c'est dur. On a du très 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 grand Kittle à l'heure actuelle. Il a pris l'équipe sur son dos, et lui, il a un gros salaire et il assume. C'est bizarre, hein. Il y a des gens qui assument et il y a des gens qui font grève. Il a fait une réception aussi, encore une fois, Kittlesque, avec 5 mecs autour de lui qui n'arrivaient pas à le plaquer en un moment. Là, ça faisait plaisir à voir. Et puis Brandon Ayuk, qui a un truc qui est quand même très fort, je trouve, c'est en dehors du fait qu'il gagne des yards, il s'est retrouvé vachement seul. Putain, il arrive sur ses tracés à se libérer d'une facilité que Purdy, en fait, on sait même pas si sa passe elle est si précise que ça, puisque de toute façon, Ayuk, il peut se déplacer tranquille pour la choper. Il a juste à la foutre dans un angle. Tellement il est tout seul. Donc franchement, super match. On le dit depuis au moins un an, Brandon Ayuk en roadrunner, c'est un des meilleurs receveurs de la NFL aujourd'hui. Il crée une séparation en claquant des doigts. C'est impressionnant, il est tout le temps tout seul. C'est ça, exactement. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce mauvais match contre les Bengals ? Non, pas spécialement. Après, c'est toujours intéressant de voir en effet cette vision qu'on a de Nick Bosa sur ce match-là. Mais bon, on va pas non plus s'étendre toute l'émission là-dessus. Mais encore une fois, voilà. Tout à l'heure, Olivier, tu disais que faut pas regarder que les stats. Certes, Bosa, il est à 0 sac là-dessus, mais il faut quand même remettre aussi l'église au milieu du village. Il reste quand même dans le top 5 des defensive ends en termes de pression. Donc, pour moi, c'est une défaite en défense qui est collective. Et mettre tout sur le dos de Bosa sous prétexte qu'il est très bien payé, je pense que c'est une erreur de lecture. Pour ma part. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Moi, je suis désolé. La pression, je veux bien, mais j'ai plus l'impression qu'il la voit que ce qu'il a mis. Franchement, à l'heure actuelle, c'est plus ça que c'est ce que je vois sur le terrain. Il est à 1 contre 1. Alors, j'ai tout entendu. Il est double timé, il est triple timé, il est rien du tout. Il est solo pas timé et il se fait dégonder par tous les mecs qu'il voit en face. Et ça m'agace profondément. Voilà, moi, c'est l'impression visuelle. Quand je le vois il y a le touchdown de Mixon, il est d'un côté, Mixon passe, il s'affale au sol. Ça m'a mis une putain qui rajasse. Et 5 jeux plus tard, il est de l'autre côté. Et Mixon, il a vu, il a dit chouette, il y a la serpillière. Il est allé du côté de Bosa. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bosa? Il s'est encore ramassé la gueule par terre. J'étais en fusion. Voilà. Et ça, je suis désolé, l'impression visuelle, tout le monde le voit. Il sert à R. Donc les mecs, ils visent. Voilà. Tu es le mec le mieux payé de la défense. Et les mecs te visent. Pour moi, il y a un souci. Voilà. C'est mon petit point de vue d'Olive. On va passer à la suite, pas de match la semaine prochaine, on va parler un peu de ce qui s'est passé pendant la trade deadline et ce qui nous attend pour la suite de la saison. Pas de match ce week-end, c'est la bye week, une bye week qui va nous faire vraiment beaucoup de bien. Par contre, on a eu quand même un petit peu d'actualité cette semaine, puisque dans les dernières heures de la trade deadline, nous avons vu l'arrivée d'un nouveau joueur, encore d'un edge rusher après Randy Gregory. C'est Chase Young qui est arrivé à San Francisco contre un choix de 3e tour. Chase Young, on le rappelle pour ceux qui le connaissent un petit peu moins, joueur qui jouait à Washington depuis sa draft en 2020, 2e choix de la draft derrière Joe Burrow, drafté comme Nick Bosa à sa sortie d'Ohio State, binôme de Nick Bosa à Ohio State, et également joueur qui a collectionné les blessures depuis son arrivée en NFL. Gonzague, toi qui suis plus la NFL, toi qui as connu le Chase Young en forme et pas que le Chase Young blessé, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée à San Francisco ? Moi, c'est très simple. Je suis enchanté.
Alors, pourquoi est-ce que je suis enchanté alors qu'on parle d'un joueur qui a collectionné les blessures depuis sa sortie, depuis qu'il est arrivé, je veux dire, chez les Commanders? Tout ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un joueur qui a su rester néanmoins en bonne santé lorsqu'il était à l'université. C'était un très très bon joueur à Ohio State, que tu l'as résumé toi-même, coéquipier de Nick Bosa, mais également aussi successeur sur le côté fort une fois que Nick Bosa a été drafté par San Francisco. Très très bon joueur en tant que tel, qui méritait largement sa deuxième position à la draft. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, premièrement, c'est un joueur qui, si Nick Bosa devait se blesser, qui peut assurer sur le côté fort de notre défense. Et si par hasard Nick Bosa n'est pas blessé, ce qui devrait quand même, je pense, se poursuivre, il est capable de pouvoir varier son jeu et se mettre sur la partie opposée en left-hand outside, parce que, en dépit d'un physique plutôt costaud et que c'est un physique plutôt de système 4-3, c'est un joueur qui est capable, de par son explosivité sur certaines phases de jeu, de pouvoir exceller aussi en left-hand outside. Donc c'est intéressant de l'avoir chez nous. Et surtout, alors là je vais rentrer un peu dans la technique et je m'en excuse, mais on l'a eu pour une bouchée de pain, puisqu'on a envoyé un 3e tour. Je m'en explique. Imaginons qu'on gagne le Super Bowl et que on pique donc en dernier. Ça nous ferait piquer au 3e tour en choix 96. Derrière se trouvent les choix compensatoires, généralement qui vont de 97 à peu près 105, 108. Et derrière, si les Commanders l'avaient laissé partie libre, ils auraient obtenu un choix compensatoire de 3e tour pour lui. Donc autant vous dire qu'ils nous l'ont offert. Et si par hasard, sachant que c'est un joueur qui pourrait coûter cher, qui sera en fin de contrat à la fin de l'année, si par hasard on ne peut pas le re-signer, on va derrière pour la draft 2025 choper un choix compensatoire dessus. Donc autant vous dire que ce qui est officiellement un 3e tour, en réalité, si on se base sur la trade value chart, qui, même si elle ne veut pas dire grand-chose, est quand même un bon élément pour se rendre compte de la valeur d'un choix de draft, en réalité, on l'a eu pour à peu près pour une fin de 6e, 7e tour de draft. C'est extraordinaire de l'avoir eu en réalité pour si peu. Comprenez bien que c'est en fait un 3e tour de façade. En réalité, avec le jeu des compensatory picks, on l'a en fait pour un late round finalement. Et c'est exceptionnel d'avoir un joueur de ce calibre pour 3 nuts et 1 Mars. Parce que c'est ce qu'on a payé pour ça. Et en plus de ça, c'est Washington qui paye les 3/4 de son salaire, puisque San Francisco ne paiera que $500 000 sur l'ensemble du contrat de Chase Young qui reste à porter. C'est exceptionnel. C'est un braquage en tant que tel. Et ça, c'est le genre de choses qui plaît à Olivier. C'est le genre de choses qui plaît à Olivier quand on paye un joueur pas cher et qu'en plus, ce joueur a un surnom plutôt cool, Predator. Olivier, tu penses quoi de l'arrivée de Chase Young? Moi, je suis super content. Comme ça, il va foutre Bosa sur le banc. Arrête, je savais que t'allais dire ça. Mais il y aura qui de l'autre côté si Bosa sur le banc? Il y aura qui de l'autre côté? Ferrell, moins fort. Jackson, moins fort. Grégory, moins fort que Bosa. Voilà, hop, continue. Et surtout, Chase Young a de moins bonnes stats que Bosa depuis le début de l'année. Hein. Juste comme ça. Hein. Les stats non, de il a Chase fait Young 5 sacs et comme il n'y a que les sacs qui comptent. Allez, bref, Olivier, tu penses quoi de l'arrivée? Stats à l'appui, il est moins bon. Bon, bref, vas-y, Olivier. Olivier, bon. Vas-y. Non. Chase Young, il a fait plus de sacs que l'autre remplaçant. Là. Non, plus sérieusement, c'est un joueur qui a des énormes qualités, que je trouvais très intéressant quand il est arrivé à NFL. Vous savez que moi, la NCAA, je ne regarde pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Moi, quand je l'ai vu arriver, j'aimais beaucoup sa dégaine et sa façon de faire. Après, c'est vrai qu'il est un peu fragile, qu'il s'est un peu pété de partout. Mais je trouve quand il est sur le terrain en bonne santé, ça va être un renfort de poids. Une petite pierre dans le jardin de Kevin, totalement d'accord avec lui. Steve Wilkes, il a toutes les armes possibles devant pour que notre D-line soit monstrueuse. Maintenant, il faut qu'il arrive à mettre toutes les pièces au bon endroit et que ça fonctionne. Et j'espère que l'arrivée de Chase Young va réveiller Bosa, quoi, parce que c'est pas possible. Il ne faut pas rester comme ça, c'est impossible. Mais oui, Chase Young, très très bonne recrue. En plus, comme l'a dit Gonzague, je vais faire plus rapide, ça va pas coûter cher et si on le garde pas, on n'y perd pas trop. Kevin? On n'a pas grand-chose à rajouter sur les qualités du bonhomme. C'est un renfort extraordinaire, jeune, puissant, avec du gros potentiel, qui coûte rien, aussi bien en salaire qu'en choix de draft.
c'est que du bonheur d'avoir un joueur comme ça. J'ai plus de regrets sur le fait qu'on n'ait pas un cornerback, par exemple, qui arrive dans cette période-là, qui aurait été un vrai renfort. Mais sur Chase Young, il n'y a rien à dire, hein. C'est une régalade d'ajouter un joueur comme ça dans cette défense déjà ultra riche. Je croyais que tu allais dire une défense ultra forte, mais comme on n'a pas vu ça les 3 dernières semaines, j'ai senti une Non, c'est pour ça. correction en riche. Ouais. Ultra riche en talent, pas très exploité en ce moment. Ouais, moi je vais mettre un point d'accord. Pour une fois, on va se serrer la main avec Olivier. Je suis d'accord. Avec autant de matos, si ça marche pas, Steve Wilkes va vraiment falloir qu'on discute. Parce que là, autant les joueurs sont pas à leur niveau, mais tu peux pas non plus expliquer tout par les joueurs sont pas à leur niveau. Là, tu as vraiment les Avengers dans ton équipe. Chase Young, en NFL, pour Olivier et Kevin, surtout qui regardent que la NFL, ça paraît comme un joueur qui était plein de potentiel et qui s'est pété. Vraiment, quand il est sorti de NCAA, il y avait des questions pour savoir si vraiment il n'était pas beaucoup plus fort que Nick Bosa, en fait. C'est-à-dire que le mec, c'était un putain de phénomène. C'était un putain de phénomène. C'est le meilleur defensive end. Depuis la draft de Chase Young, il n'y a pas eu de meilleur defensive end, de prospect defensive end à la draft. Aiden Hutchinson, c'était en dessous. Même ce monstre, hein, Aiden Hutchinson, c'était en dessous. Will Anderson, ça se discute, mais je pense qu'il était en dessous. Chase Young, c'était vraiment un surphénomène, un joueur monstrueux. Et si on arrive à avoir ce mec-là, en fait, qui était à Ohio State et qui a été là aussi sa première saison à Washington, alors putain, mais franchement, ça sera du très lourd. Ça sera du très lourd parce que évidemment, on espère que ça va réveiller Nick Bosa, parce que malgré tout le débat qu'on a, je suis d'accord pour dire que Nick Bosa n'est pas du tout à son niveau depuis le début de la saison. Et surtout, ça va peut-être enlever de la pression, entre guillemets, sur Nick Bosa, mais aussi peut-être sur Armstead et sur Hargrave, parce que là, t'as un vrai danger qui arrive à l'opposé. T'as un vrai, véritable danger. À part le premier match de Drake Jackson, il n'y a pas eu de danger de l'autre côté. Hein. Parce que Jackson, ça faisait pas le poids. Ferrell, il est au niveau de Ferrell, c'est-à-dire qu'il est moyen, c'est un bon backup, quoi. Et Gregory, il a fait quelques petits flashs, mais il joue quasiment pas. Là, si on arrive à avoir Chase Young à plein niveau, notre défense, il y aura des dangers de partout. Et puis il était à Washington dans une position où il devait être le leader de la défense, c'est lui qui devait les porter, c'est lui. Bon, il y avait Sweat à côté, mais pas tant que ça, parce que la ligne défensive de Washington, elle est très très lourde. Hein. Il y avait Sweat, il y a Jonathan Allen et il y a Daron Payne quand même. Ouais, mais c'était quand même supposé être lui la star. Là, il arrive à San Francisco où voilà, il y a du monde devant lui qui vont produire et il doit simplement être un complément surpuissant sur certaines actions précises. C'est pas lui, ça va pas être on n'attend pas de lui que ce soit un des leaders principaux tout de suite. Non, c'est vrai. Autre chose qui s'est passé ou pas passé finalement pendant la trade deadline, il y a eu des rumeurs comme quoi on aurait essayé et presque conclu un trade avec les Giants pour le cornerback Adoree Jackson, trade qui ne s'est pas passé apparemment puisque les Giants n'auraient pas envoyé les papiers assez tôt à la ligue, un move tellement de Giants, mais une information qui a été démentie en conférence de presse par John Lynch. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que s'il y avait un truc à regretter, t'en as parlé un petit peu Kevin, c'est qu'on n'est pas allé chercher ce petit cornerback. Ouais, c'est ça. Adoree Jackson, moi, je pense que ça aurait été quand même une plus-value par rapport à ce qu'on a. Même si c'est pas la plus belle plus-value qu'on aurait pu avoir. Je pense à un Razul Douglas, par exemple, qui s'en va aux Bills, avec qui on était en guerre, justement. Et puis finalement, on s'est fait avoir sur la surenchère par les Bills. Mais ouais, c'est embêtant. Jalen Johnson n'a pas été autorisé à partir. Patrick Surtain non plus, il y a quelques semaines. Qu'on se retrouvait un peu à faire Adoree Jackson ou rien. On a essayé de le faire, c'est pas passé. Mais ouais, c'est un regret de pas avoir un cornerback parce que je pense que c'était ça le plus gros besoin, plus qu'un edge. Gonzague ? En fait, le gros problème, c'est là où je vais rejoindre Kevin, c'est que en soi, si on regarde un peu notre équipe, je pense que même s'ils sont en dessous de tout en ce moment, s'ils se remettent la tête à l'endroit, je pense que Jarius Ward et Deommodore Lenoir font très bien le taf. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si l'un des deux se blesse ? C'est ça le sujet, en fait, parce que Ambry Thomas, il fait pas le taf. Et c'est vrai. C'est le moment où on parle d'Ambry Thomas et où Olivier, il y a une larme sur le coin de son œil. Voilà, c'est-à-dire que voilà, là. Olivier, Ambry Thomas ou Nick Bosa ? On va quand même garder Bosa et faut pas déconner. un, c'est du dépit amoureux, l'autre, c'est du dépit tout court, je rappelle quand même. Bosa, on sait qu'il peut être fort, ça qui m'agace. C'est comme tout à l'heure quand je parlais de Purdy, il faut pas tout mélanger. C'est pas parce que je suis en colère ou je dis que c'est des faux. C'est des vannes. Voilà. Dire,
Ambry Thomas, au mieux, il est pitoyable. Voilà. Mais quand il est au mieux, il est pitoyable. Voilà. Donc, y a pas Vas-y, photo. Gonzague, continue. Non, mais voilà, bon, j'avais à peu près dit ce que je voulais dire. C'est-à-dire, il nous manque clairement un cornerback remplaçant de qualité. En fait, il y a un boulevard entre nos titulaires et nos remplaçants à ce poste. C'est ça le principal sujet aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on a tous en tête ce qui est arrivé à Emmanuel Moseley à un moment donné. On va tous prier bien fort pour que la même chose ne se reproduise pas avec l'un de nos cornerbacks titulaires. Voilà tout simplement ce qui va se passer. Puis même un peu de concurrence n'aurait pas fait de mal, puisque vu qu'ils sont un peu moins bons en ce moment, les mettre un peu en concurrence n'aurait pas été une mauvaise chose en soi, je pense. Des rumeurs disent qu'on a cherché à prendre Jalen Johnson aussi, donc des Bears, qui était autorisé par sa franchise à trouver une équipe, mais les rumeurs disaient que malgré tout, les Bears étaient très gourmands. On parlait d'un début de deuxième tour ou même d'une fin de premier tour, paraît-il, d'après certaines rumeurs. Donc, ce qui aurait été fait était un peu cher pour le joueur, je le reconnais. Ça aurait été hyper cher pour Jalen Johnson. Olivier ? Ouais, il y a, d'après ce que j'ai vu, il y a Luther et Womack qui reviennent de blessures et qui vont être disponibles incessamment sous peu. Donc, quand tu parlais de concurrence, Gonzague, c'est deux joueurs qui, normalement, vont apporter cette concurrence à nos deux titulaires. Après, concurrence au-dessus d'Ambry Thomas, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a quand même un gap avec le Noir et Ward. Moi, je suis quand même très excité. Par contre, je suis très excité de voir Darrell Luther parce qu'on l'a jamais vu encore. Et moi, j'ai envie de voir ce que ça donne quand même. Womack, on sait malheureusement ce que ça donne, c'est-à-dire que ça donne quelques flashs de temps en temps, mais sur l'ensemble, ça reste quand même un peu trop juste. Surtout que Womack a un autre élément, c'est que un petit peu comme le Noir à l'époque où on l'avait drafté, c'est un joueur qu'on n'a jamais vu, sauf erreur de ma part, sur les extérieurs. Un petit peu. Ah ouais? Je m'en souviens il a fait quelques snaps un peu à l'extérieur quand même. Mais c'est pas, des snaps, pas mais assez c'est pour avoir du des garbage réponses. time. C'est du garbage time. D'accord. Ok, je m'en souvenais même pas, tu vois. C'est pour te dire. Parce que pour moi, c'est un pur nickel. Mais Womack. non, mais c'est les moments où tu as Demetrius Flanagan-Falls qui rentre, donc ça compte pas. C'est les moments où tu as 30 Ok, points ça d'avance marche. dans le dernier quart et que tu fais sortir le quarterback, tu fais rentrer les gars qui de fond de banc. Voilà, il n'y a rien de sérieux. C'était à la fois si loin et si proche, cette époque-là. Ouais, c'était il y a vraiment moins d'un mois, quand on jouait contre une équipe contre Dallas. On a l'impression que c'était vraiment il y a 2 ans. Quoi. Quel enfer. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? Il nous attend un petit calendrier quand même assez salé, à commencer par les Jaguars. Les Jaguars, on peut en parler un petit peu, c'est pas vraiment une preview, mais en même temps, ils vont pas changer leur bilan, puisqu'ils sont comme nous en bye week, les Jaguars qui sont à 6 victoires et 2 défaites. Olivier, qu'est-ce qu'on doit faire collectivement ? Qu'est-ce que les Niners doivent faire pour battre Jacksonville et pour renverser la tendance et pour redevenir l'équipe qu'ils ont été pendant 5 semaines ? Tout simplement, on va faire Au-delà de faire un débat joueur par joueur, je parle collectivement surtout. Ouais, non, mais il y a pas. Après, voilà, on a tous les trois, tous les quatre, ces mines dépiquées depuis 3 semaines. Pas beaucoup de supporters sont pareils, mais après, il faut quand même se rappeler que l'année dernière, on prend une sauce pas possible contre les Chiefs. Il y a 2 ans, on fait un match lamentable contre les Cardinals. Et chaque fois, suite à ces 2 défaites pitoyables, on s'est remis la tête à l'endroit et on a marché sur la ligue. Je vois une deuxième partie de saison plus dans ce sens-là, parce qu'on sait qu'on a cette capacité à San Francisco à se réajuster. Là, avec le renfort de chez Young, on va avoir normalement une D-line meilleure. Les gars vont récupérer, vont refaire du jus pendant la période. Et après au niveau du talent pur, il n'y a pas photo, quoi. Je reste intimement persuadé qu'on a la meilleure équipe NFL. Je reste intimement persuadé. On ne le prouve pas à l'heure actuelle, mais on a la meilleure équipe NFL. Au complet contre les Jaguars, même pas je pose la question, c'est un massacre. On les massacre. Voilà. Je sais que là, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont en dépression parce que la deuxième partie du calendrier, elle est plus difficile. Mais moi, j'ai peur de dégueu sur la deuxième partie du calendrier. Dans les défaites que j'avais prévues, il y avait le match contre les Bengals et peut-être le match à Philadelphie. Sur les matchs qui vont arriver, ok, peut-être qu'on perd à Philadelphie. Tous les autres, on les prend, on les plie. C'est réglé. C'est le moment de la semaine où je parle de notre match contre Seattle. Kevin ? Mais là, on ne peut plus perdre contre Seattle. On peut plus. Ils sont devant nous. Faut qu'on les prenne et qu'on les désosse. C'est-à-dire, il n'y a pas. Voilà, c'est tout.
Et c'est en jouant comme on sait jouer, en étant méchant, en étant dur, en faisant du mal, qu'on va recommencer à être une équipe de respecter. Parce que pour l'instant, on est devenu la serpillière de la NFL. Et ça, pour moi, c'est pas possible. On peut pas nous marcher dessus tous les matchs, c'est interdit. Moi, je suis pas inquiet, étrangement, pour l'attaque. Je la trouve plutôt convaincante sur ces 3 matchs. Alors, c'est une attaque qui passe pas assez de temps sur le terrain pour marquer beaucoup de points. La défense fait plus ses stops, donc forcément, l'attaque a beaucoup moins de temps de jeu et a du mal à scorer. Mais malgré tout, on a quand même du positif chaque semaine à dire sur des joueurs offensifs et sur des séquences offensives. Mais pour moi, la défense doit se réveiller. C'est ça que j'attends. Je veux revoir une défense qui a de l'impact, qui a envie, qui est des gars qui sont énervés, qui rentrent dans le tas, qui font des stops, qui sont décisifs. Tout ce qu'on a eu l'habitude de voir avec cette défense et qu'on n'a plus du tout et qui nous porte préjudice. Si on a 3 défaites consécutives aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de cette défense. Les joueurs ou le coaching staff, ça va être la bye week qui va devoir trouver les clés. Mais ouais, cette défense doit faire mieux. Gonzague ? Ouais, c'est vrai que c'est l'occasion de se remettre la tête à l'endroit. Il faut pas oublier que nous sommes à 5-3. Et même si le momentum est dégueulasse, que nous sommes sur 3 défaites consécutives, il ne faut pas non plus oublier que les années précédentes, où nous bouclons l'année de fort belle manière, à ce moment de l'année, nous sommes sur un ratio victoire-défaite qui est moins bon que celui-là. Donc, on a grillé les jokers, mais on n'est pas non plus dans la panade. Il faut juste se remettre la tête à l'endroit. La bye week arrive au bon moment. Par contre, je ne suis pas spécialement ravi de l'adversaire qui nous tombe juste derrière. Pourquoi ? Parce que les Jaguars sont en très grande forme en ce moment, avec notamment un Travis Etienne qui nage sur l'eau et un Trevor Lawrence qui, à défaut d'être flamboyant, ne fait pas trop d'erreurs. Et surtout, ils ont, je l'avais expliqué il y a quelques semaines, une défense qui, de par leur système, avec beaucoup de variations, notamment sur les extérieurs, est en mesure, je pense, de nous gêner. J'espère vraiment que Trent Williams va être de retour pour ce match-là, parce qu'en face, on va se retrouver avec, pour moi, la paire de defensive end la plus sous-cotée de la ligue, avec un Aidan Hutchinson qui est d'un très très bon niveau, et surtout... Il joue à Détroit, Aidan Hutchinson. Ouais. Ah, pardon, non. C'est Josh Allen. Ouais, Allen. non, je pensais à l'autre, pas Hutchinson, celui qui Trevon. est drafté au premier choix. Ouais, celui qui rentre vers l'intérieur. Comment il s'appelle déjà ? Trevon Walker. Trevon Walker, merci. Josh Allen. Voilà, et surtout, pour moi, le defensive end le plus sous-coté de la ligue, celui que j'adore, que j'adorais à Kentucky déjà à l'université, qui est Josh Allen, qui pour moi est une pure merveille, ce joueur. On n'en parle jamais assez. Il est capable de nous gêner, vraiment. Donc, pour moi, ils ont une défense qui a de très très bons éléments et qui est capable de nous gêner. Donc, il va vraiment falloir que l'attaque soit très très bonne. Il va falloir qu'on soit bon à la course parce qu'ils sauront nous se défendre contre la course. Et derrière, il va falloir arrêter Travis Etienne. Et là, on va vraiment attendre que nos linebackers et nos defensive tackles reviennent vraiment, que Hufanga puisse faire des choix et qu'il s'y tienne et qu'il, s'il décide de rentrer dans la boîte, il y va vraiment parce qu'en face, Travis Etienne, il va nous découper sinon. Donc, c'est très bien la bye week, mais les Jaguars, juste derrière, je trouve que c'est pas la meilleure des équipes pour se remettre la tête à l'endroit non plus. Donc, je suis un poil inquiet quand même. Moi, je suis pas inquiet. En soi, enfin, oui, Jacksonville est une belle équipe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je suis pas inquiet parce qu'il faut le rappeler, on est quand même dans le positif. Oui, le momentum, tu l'as dit, Kevin, le momentum est pas bon. Bon. Et alors, ça arrive. On n'est pas... On n'allait pas faire une saison parfaite où on allait gagner 17 matchs. Ça, c'est dans les rêves des gens. On en avait la possibilité, malgré tout. Oui, mais c'est ça qui fait mal à ce moment-là. En fait, oui, mais ça, c'est dans les rêves des gens, parce qu'à la limite, on s'en branle de faire 17 wins. Si tu fais 17 wins comme les Patriots en 2007 et que tu perds au Super Bowl, bah t'as perdu, en fait. Tout ce qu'on retient à la fin, c'est que t'as perdu. C'est tout. Et moi, j'ai pas envie de perdre. Alors, je préfère perdre des matchs en saison régulière et gagner le Super Bowl. On va dire que San Francisco était prêt trop tôt. C'est peut-être vrai, mais on peut être prêt trop tôt et être prêt aussi à la fin. Il n'y a pas qu'un seul moment de la saison où on peut être prêt. Voilà, on traverse notre période de mou. Chaque équipe a une période de mou dans chaque saison. La nôtre, elle est maintenant. Espérons qu'au retour de la bye week, ça soit une période de force, une période de montée en puissance lente et qu'on arrive en play-off à fond. Ok, nos 3 défaites de cette semaine nous éviteront probablement
nous ne permettront pas sûrement d'être first seed et on n'aura pas forcément de bye week en première semaine de playoff. D'accord, bah écoute, on passera par là. On passera par un match de plus que probablement les Eagles ou je ne sais quelle équipe qui finira première. On aura un match de plus et on prendra ce match de plus et on ira gagner à l'extérieur en finale de conf et on ira au Super Bowl. Parce qu'il faut passer par là. À un moment donné, c'est bon, les 3 matchs ils sont perdus. Bah, on regarde devant et devant, ça doit être des victoires. Alors, il y a des choses qui vont pas dans cette équipe. On en a assez parlé pendant 3 semaines. Et surtout pendant ce podcast, la défense ça va pas, l'attaque il y a, même si Kevin je suis d'accord avec toi, c'est moins pire, mais il y a des choses qui vont pas. Bah maintenant c'est des grands garçons qui vont devoir se parler, et puis s'ils n'y arrivent pas, bah, ça sera pas de la faute à nous 4, ce sera de leur faute à eux, et nous on sera là pour leur gueuler dessus. Voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, moi je suis pas très inquiet parce que je pense qu'il y a beaucoup d'adultes dans ce vestiaire, beaucoup de gens qui sont capables de se remettre en question. Et on a un coach, malgré les critiques qu'on peut lui faire, et on a été les premiers à le faire à Kyle Shanahan. Je pense qu'on a un coach qui est capable de remettre ses hommes en question et qu'on n'a rien à foutre s'il y en a un à un moment donné qui se dit oh, franchement, ouais, il crie fort quand même Kyle et en vrai on a perdu mais c'est pas grave. Bah Kyle il va le prendre par la peau du cul, il va le foutre sur le banc. Voilà. Donc non, je pense que ça va le faire. Je suis encore confiant parce que si j'étais pas confiant, je serais pas là en train de parler. Et voilà, je pense qu'on va repartir avec le sourire là. Allez, c'est bon, il y en a marre c'est chiant de débriefer des défaites, putain. Vas-y, c'est bon, il y en a marre. Franchement, et puis des défaites de merde encore. Franchement, si on perd un match, on perdra peut-être un match dans la deuxième partie de saison, mais au moins qu'on perde contre une équipe qui a brillé contre nous. Là, vas-y, Minnesota, ils étaient nuls à chier, on était encore plus nuls qu'eux. C'est bon, ça saoule. Vas-y, venez, on repart avec le sourire, là. Ça y est. Alors, mesdames et messieurs, malheureusement, on a un petit peu oublié je pense par énervement, hein, c'est pas contre aucun des auditeurs, puisqu'on adore prendre vos questions, on a juste oublié de les prendre cette semaine, parce que je pense qu'on avait tous la tête dans le seau. Voilà, donc il n'y a pas de questions cette semaine, mais n'hésitez pas, si vous écoutez le podcast, à nous inonder de questions sur Facebook et sur Twitter. On remettra un post sur les questions. Même mettez vos questions sous le post de ce podcast. On y répondra la semaine prochaine avec grand plaisir. On fera une émission preview. On est en train de réfléchir entre nous à ce qu'on fera exactement. On vous tiendra tous au courant, évidemment. Mais par contre, maintenant qu'on est tous les 4 ensemble, on a Olivier qui va nous relancer le petit jeu des numéros. Et cette fois-ci, je gagne. C'est bon, ça race, vas-y. Je rappelle que pour l'instant, Elliott est le bon dernier. Moi, je suis comme San Francisco. Moi, les Niners gagnent, je gagne le jeu. D'accord. Alors, je sais, j'ai pas noté, donc au bout d'un moment, il y en a que je sais plus si on a dit ou pas. Donc, on va faire très difficile. 2021. Numéro 55. Flanagan Falls? Non. Ah putain, 55. 2021. Ruben Foster était parti. Kwon Alexander? Il était 50, je pense, Kwon Alexander. Ouais, mais 55 pas idiot. Mais 2021, c'était il n'y a pas longtemps en plus, vraiment. Non? C'était il y a vraiment 2 ans, quoi. Al-Shahir? Non, c'est pas Aziz. Hein je tente tous ceux que je vois avec un 50 dans le dos. D-Ford. Eh oui, bien entendu, D-Ford, les gars. 55, D-Ford. Mais il était jamais sur le terrain, qu'est-ce que tu veux qu'on en sache? Ouais, moi j'étais pas à l'hôpital, hein. Je sais pas. C'est ça. Beaucoup plus difficile. 2017. Oh, ces saisons de merde, putain. Numéro 28. Carlos Hyde. Oh oui, oh là là. J'ai là. voulu le dire du tac au tac, je pensais qu'il était déjà parti à cette époque-là. Oh là là. Bravo. Je vous rappelle que c'est au bout de 3 qu'on a gagné. Et Elliott, pour l'instant, il a 2. Et les enfants, vous avez 0 et 0. Ça va pas du tout. Je vais l'avoir, ma victoire. 2015. Je suivais moi à cette époque-là. Numéro 9. Dawson. Oh oui. Oh Oui. oui. Oh, joli. Oui. Bravo. Oh là 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 là. Bravo. Bon, c'est déjà fini alors. 3-0. Non, 2-1. c'est Kevin c'est moi qui a qui l'ai marqué. dit. C'est moi qui l'ai dit. Ah, pardon, tant pour moi. Ah, Dawson, moi j'avais totalement oublié. Phil Dawson, le kicker. Très bon kicker d'ailleurs. Nous allons repartir en 2018. Numéro 29.
Non, Jimmy Ward, c'est pas ça, je pense. Non. Jacques Whisky Tart. Oh oui, Ah ouais Gonzague. 29 Je le vois pas avec le 29, Tart. Non, moi je le vois 26, Jack Whisky. Je sais qu'il avait. Moi, c'est pas... Vous vous rappelez que c'est le jeu de Johan. Moi, je répète ce qu'il a marqué sur le truc. Hein. Ah non, mais c'est impossible, hein, tu sais. Total confiance. Jimmy Ward, il a changé 14 fois de numéro à San Francisco, donc c'est possible. Hein. Donc 2-1. Nous sommes en 2000. Je réfléchis. Après, je ne sais pas si on l'a pas déjà fait. Je vais tester, vous allez me dire. Nous sommes en 2013. Mhm. Numéro 35. Eric Reed, Ouais, on l'a si, déjà je fait. crois le fait. On l'a Ouais, déjà on l'a fait. Eric Reed. On l'a déjà Ouais, fait, on l'a fait, Eric Reed. Ouais. Ouais. Donc, j'avais un doute qui me donc je vais chercher dans ces numéros Ayo parce que voilà, au bout d'un moment j'ai pas la mémoire de tout ça. Mais en 2021, Mhm. je crois que le 50 on l'a pas fait. Alex Mack. Oh oui. Bravo. 3 victoires d'Eliott. Eliott Quand qui t'as enfin fait- Quand t'as fait le 55, j'ai pas triché du tout, hein, mais quand t'as fait le 55 tout à l'heure pour D4, je me suis dit, Alex Mack, non, il avait le 50. Ah ouais, dans ta tête t'as Ouais. fait ça? Ouais. Moi, 50, Ah ouais, je vois donc, Chris Borland à chaque fois, mais c'était un peu plus ancien. Chris Borland, quel putain de joueur c'était. Pendant Ah un ouais. match. Ça serait devenu une superstar NFL, ce gars. Ah, et alors, il avait juste un défaut, Chris Brown. Moi, j'adorais à la sortie de l'université à Wisconsin, mais il avait juste un défaut, c'est que c'était un pur joueur contre la course. Il avait beaucoup plus de mal contre la passe. Mais à la course, Il se sera amélioré. il était top 3 NFL contre la course. C'était incroyable. Ouais. J'adorais ce joueur. J'étais ravi d'ailleurs quand on l'avait drafté à l'époque. Donc, Bon, Johan, bah. vu que tu fais toute l'émission, il faut que tu me renvoies des numéros de joueurs. Voilà. Non, mais sinon, moi j'ai un jeu de préparer s'il faut. J'ai un jeu. Donc, Mais Johan, il veut celui-ci est très sympa avec les années. Ouais, il est cool. Bon, bah, messieurs, si vous avez rien à rajouter, on va se souhaiter à tous un week-end de relâche. Un dimanche où on va pouvoir regarder la NFL sans se chier dessus. Voilà, on regarde juste du plaisir à regarder du football. Il y a des très belles affiches en plus. Donc voilà, on se retrouve nous la semaine prochaine pour débriefer aucun match, juste pour faire la preview du match des Jaguars et pour faire peut-être d'autres choses. On verra bien ce qui se passera. Merci de m'avoir accompagné les gars pour cette émission et puis on espère que on va revoir enfin des victoires et qu'on n'aura même pas à débattre sur le niveau des joueurs parce qu'ils seront tous trop forts. Salut et puis go Niners comme d'hab. Go Niners. Juste un petit mot en ce qui me concerne. Dans la mesure où donc, nous ne jouerons pas ce week-end, je voulais juste faire un peu de publicité pour nos amis de TDA. Si vous ne savez pas quel match regarder, essayez de privilégier le match de Sixplay parce que c'est toujours bon pour les audiences et on est toujours content d'avoir notamment ce site qui nous alimente toujours en informations en français. Donc voilà, merci pour eux si vous pouvez privilégier le match qui est diffusé sur Sixplay. Whoop whoop. Bon bah go Niners. Go Niners, Go Niners. allez, go. Salut. Go Niners. Ciao. Come on.